On est bien entré dans le nœud de facteurs, la multiplicité des facteurs, c'est questions de génération, ce sont des questions de discipline, d'institution et de politique. On a une combinaison, je ne sais pas si nous aurons un modèle explicatif à la fin, mais on a disposé l'ensemble des couches explicatives possibles de ce qui est l'intrigue de Durkheim et le Collège de France. Et je vais passer maintenant la parole à Alexandre de Vitry pour son exposé sur ce personnage qui est apparu un peu mystérieux, sorti de nulle part, du moins d'une thèse et d'un enseignement au lycée, pour son exposé sur Jean Isoulé. Merci. Merci beaucoup et merci aux organisateurs du colloque de leur invitation. Donc je suis moi-même un littéraire, ce qui peut paraître surprenant, mais c'est que le personnage d'Isoulé est un peu difficile à cerner, à catégoriser. Je pense qu'il n'y a pas de hasard et d'ailleurs je reviendrai sur cet aspect disciplinaire dans mon exposé. Alors, lorsqu'on pense à un adversaire précoce de Durkheim et du durkheimisme, on cite généralement Tarde, on l'a fait d'ailleurs, qui acheva sa carrière au Collège de France et dont il sera question plus en détail tout à l'heure. D'autant que l'étude de sa pensée a été revivifiée ces dernières années pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'explorer maintenant. Mais on ne songe guère à Jean Isoulé, lui aussi professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de philosophie sociale, on l'a dit, de 1897 à 1929. Première chaire de sciences sociales au Collège de France et créée, on l'a dit également, directement par décision ministérielle. C'est cette chaire qui deviendra celle de sociologie lorsque Mauss lui succédera en 1931. Alors qu'Isoulé soit presque tombé dans l'oubli ne paraît pas tout à fait injustifié. Son opposition à Durkheim n'a pas la consistance de celle de Tarde, et sa pratique de la science sociale, si c'est bien la formule qui convient, n'a pas bien vieilli. J'en dirai quelques raisons. Malgré tout, je pense qu'il n'est pas inutile de se pencher sur sa pensée et surtout sur son opposition à Durkheim. Parmi les différentes explications scientifiques ou pseudo-scientifiques du fait collectif qui prolifèrent à cette époque, la pensée d'Isoulé présente différentes particularités qui explique qu'elle ait pu servir de bouclier contre Durkheim dans les années 1890. En effet, c'est en grande partie contre Durkheim que cette fameuse chaire de philosophie sociale fut créée et octroyée à Isoulé. Alors, le maître-livre d'Isoulé et sa thèse principale, La Cité moderne, dont le manuscrit fut achevé au début de l'année 1893. La soutenance, en 1895, connut un grand retentissement et suscita déjà quelques remous, notamment parce qu'Isoulé était, dès cette époque, introduit dans les milieux républicains modérés de son temps, dont nous avons commencé à parler. En effet, avant d'enseigner la philosophie dans plusieurs grands lycées parisiens, Henri IV, Condorcet, il avait été secrétaire particulier de Paul Bert au ministère de l'Instruction publique et avait effectué des missions pour Jules Ferry auprès des instituteurs. C'est un premier fait notable, la sociabilité d'Isoulé est dès le départ davantage politique que savante. Engagé en tout cas, et pas dans n'importe quelle direction. Avant de s'efforcer de réfuter les thèses de Durkheim, il ne savait d'ailleurs rien des travaux de son collègue, menés exactement dans les mêmes années que les siens. Il y insistera après la mort de Durkheim encore, il ne l'aura, dit-il, jamais vu de sa vie. Malgré le sous-titre de la Cité moderne, sous-titre qui est « Métaphysique de la sociologie », la perspective d'Isoulé n'est guère métaphysique et moins sociologique encore. Elle est d'abord précisément politique, et j'insisterai sur ce point pour éclairer la distance qui le sépare de Durkheim, qui relève en grande partie, à mon avis, d'une espèce de malentendu. En effet, c'est la question de la cité que veut poser Isoulé, et non celle de la société, rappelant directement par son titre, évidemment, la cité antique de Fustel de Coulanges, et passant outre l'avertissement de Fustel qui jugeait impossible d'appliquer ces considérations à l'état moderne. Isoulé, au contraire, déclare dans l'introduction de la seconde édition de sa thèse: un maître regretté nous a donné la cité antique, bel essai de reconstruction historique. Il faut que quelqu'un nous donne enfin, pour pendant, cette construction dogmatique, la cité moderne. Fin de citation. C'est donc en tout cas bel et bien une pensée de la cité que veut proposer Isoulé, applicable au présent par les dirigeants de l'État. La question d'Isoulé est la suivante: comment réconcilier peuple et élite ? Comment parvenir à ce que le peuple reconnaisse et encourage l'excellence de l'élite, c'est vraiment un maître mot d'Isoulé que cette élite, c'est-à-dire les serviteurs de l'État, pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Et inversement, autre question plus inquiète, comment empêcher la domination ou la destruction de l'élite par un peuple déréglé ou anarchique ?
on reconnaît en fait dans leur formulation la plus conservatrice les grandes préoccupations des républicains des dernières décennies du siècle autour du problème de la démocratisation de la société et du suffrage universel direct. Réconcilier la supériorité numérique avec la supériorité intellectuelle, voilà la quadrature du cercle de la démocratie, écrivait par exemple Alfred Fouillé, maître d'Isoulet à l'École normale. La solution d'Isoulet, délayée en quelques centaines de pages, est assez simple. La société, c'est-à-dire en fait pour lui l'État, doit être intégralement animée par une élite, car la société est une stricte affaire de hiérarchie. Et là je cite Isoulet, hiérarchie laquelle, selon l'étymologie, n'est autre chose que la prépondérance des purs et des saints dans la cité. Donc le travail descriptif d'Isoulet est le support d'une visée explicitement prescriptive. La seule égalité qui vaille, d'après lui, est celle, je cite, d'un égal respect des inégales personnes, mais rien au-delà. La solidarité doit prendre la forme de la hiérarchie et d'une hiérarchisation intégrale du monde social. Je cite Isoulet, « La démocratie n'est autre chose qu'une aristophilie aiguë. » Et puis, plus loin, le salut de cette démocratie est dans l'aristie, avec toute une série de variations lexicales autour de cette racine. Avant sa soutenance, d'ailleurs, Isoulet avait traduit les héros de Carlyle et les hommes représentatifs d'Emerson, on l'a dit tout à l'heure. Toute sa pensée de l'État, ainsi, est traversée par cet appel au culte des meilleurs. La perspective d'Isoulet est donc celle d'une sorte de philosophie politique appliquée, proposée à l'usage des gouvernants, en même temps qu'un éloge de ces gouvernants, ou un appel à ces gouvernants à se reconnaître comme élite héroïque, dans une sorte d'éloge anticipé, si l'on veut. Cette préconisation est ancrée dans une anthropologie du tout politique. Le moi est social, la raison est sociale, et chez Isoulet, on l'aura compris, les mots social, civique et politique sont parfaitement permutables. Tout l'ouvrage est placé sous l'autorité de la définition aristotélicienne de l'homme comme zoon politikon, qu'Isoulet traduit animal constructeur de cité. L'homme est cité, tout est cité, et cité en train de se faire, au présent. La chaire de philosophie sociale que reçoit Isoulet est elle-même née d'une impulsion politique dont on a parlé, dans le sens le plus concret de ce mot politique, et non universitaire ou savante. L'idée on en est venu de Raymond Poincaré, du radical Léon Bourgeois. Alors un mot sur Léon Bourgeois, qui était le chef de file du solidarisme, et solidarisme qui se réclame explicitement des doctrines d'Isoulet, dans la célèbre brochure de Léon Bourgeois, Solidarité, en 1896. Selon la Petite République, c'est aussi l'amitié d'Isoulet avec Deschanel et Méline qui valut à Isoulet sa chaire. Donc on peut ici augmenter un peu peut-être le réseau dont on parlait tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, on voit bien que c'est le haut personnel politique républicain, en particulier républicain modéré ou opportuniste, qui revient dans les différentes sources. C'est le fameux groupe de politiciens dont parlait Ribot, que Mathieu Béra citait tout à l'heure. Alors cette confusion du social et du politique, mais aussi du savant et du militant, explique en grande partie, je crois, qu'Isoulet ait si peu ou si mal compris la pensée de Durkheim, comme on le verra dans ses attaques que je vais un peu examiner. Lorsqu'il rédige sa thèse, Isoulet n'a de toute façon pas encore connaissance des travaux de Durkheim. C'est seulement dans la deuxième édition, en 1895, l'année des règles de la méthode sociologique, édition augmentée d'une longue introduction et de différentes annexes, que l'auteur se livre à son premier essai de réfutation de Durkheim. On n'a pas manqué, en effet, dans les 2 années qui précédaient, de lui signaler la proximité de la pensée de Durkheim avec la sienne, ne serait-ce qu'à cause de la vogue solidariste, justement, dont le vocabulaire pourrait laisser penser qu'elle est inspirée par la thèse de Durkheim sur la division du travail, où se trouve développée la fameuse dichotomie des deux solidarités. Alors que le solidarisme en question, celui du Parti radical et de Léon Bourgeois en particulier, en fait, devait bien davantage à Isoulet. Quoi qu'il en soit, réfuter Durkheim, c'est d'abord, pour Isoulet, éliminer la concurrence, dans le champ académique, certes, mais surtout dans le champ politique. Concurrence comme conseiller des princes, en quelque sorte. Et l'on verra que cet aspect concurrentiel se fera plus vif par la suite, une fois qu'Isoulet enseignera au Collège de France, et plus encore après la mort de Durkheim, Isoulet redoutant davantage le durkheimisme que Durkheim lui-même. En tout cas, pour le moment, en 1895, on peut parler d'un premier anti-durkheimisme d'Isoulet, car il y en a 2. Parmi les divers reproches qu'il formule alors à l'endroit de Durkheim, le plus important est le suivant. Sur les 471 pages de son ouvrage, de la division du travail,
Durkheim n'a consacré que 6 pages et demie à ce qu'Isoulet nomme la psychogénie sociale, à savoir la 3e section du chapitre 5 du livre 2. Le reproche est en fait double. Durkheim aurait dû, comme Isoulet l'a fait, consacrer plusieurs centaines de pages à cette question. De plus, il aurait dû en tirer les mêmes conclusions qu'Isoulet, plutôt que de s'aventurer vers une réflexion sur l'individualisme, sur le suicide et autres sujets durkheimiens. Au fond, le problème de Durkheim, c'est qu'il n'a pas écrit le même livre qu'Isoulet. La seconde salve d'attaque d'Isoulet viendra une trentaine d'années plus tard, après la mort de Durkheim, donc, à un moment où, après un long ralentissement de son activité éditoriale, Isoulet publie coup sur coup tous ses derniers livres, à partir de 1920. Celui de ces livres qui s'attaque le plus frontalement à Durkheim, en 1928, porte un titre et un sous-titre pour le moins déroutant, que je cite en entier, « La métamorphose de l'Église ou la sociologie, fille du décalogue au Collège de France, les 4 bases scientifiques de l'idée laïque, Moïse et Aristote, père du laïcisme, Copernic et Claude Bernard, père du panthéisme, ce super-laïcisme. » Alors, on conçoit à lire un tel ouvrage une impression étrange. Les répétitions y sont incessantes, les variations typographiques entre caractères gras, italiques et romains, bas de casse, petite et grande capitale donnent un peu le tournis, de même que la multiplication des points d'exclamation à toutes les pages. Le plan de l'ouvrage est lui-même troublant, prenant prétexte d'un exposé historique sur plusieurs siècles, culminant dans l'œuvre de l'auteur lui-même, afin d'étoffer une légitimité individuelle violemment polémique. L'essai contient en effet différentes parties hétérogènes, tissant de façon désordonnée une histoire des savoirs, où le Collège de France joue un rôle central, et qui culmine dans un exposé sur la psychosociologie française, à l'occasion duquel les travaux de Durkheim sont réfutés sur une centaine de pages, lesquels contiennent notamment une reprise intégrale de la vieille annexe anti-Durkheim de la cité moderne. Ainsi, les nouvelles attaques d'Isoulet contre Durkheim suivent immédiatement dans le livre le long éloge historique du Collège de France, ce qui n'est pas anodin. Faire l'histoire de l'institution qu'il emploie, pour Isoulet, c'est rappeler l'indépendance d'esprit constitutive du Collège de France, sa capacité à dégeler les savoirs convenus de la vieille Sorbonne depuis sa création, en particulier le développement conjoint des sciences et des lettres, cher à Isoulet, lui-même féru de biologie et grand admirateur de Claude Bernard. Or, dans la période durant laquelle Isoulet avait presque cessé de publier, Durkheim avait précisément quitté l'université de Bordeaux pour la Sorbonne, on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'Isoulet veut donc mettre en scène, c'est l'éternel pugilat de la liberté et du conformisme, de la vérité contre l'erreur, du collège contre l'université. Le long panégyrique du Collège de France, qui passe par l'énumération des disciplines qui y émergent progressivement, atteint son sommet dans la création de la chaire de philosophie sociale, la sienne, consacrant, écrit Isoulet, une science nouvelle, la plus complexe et la plus haute de toutes les sciences, et destinée à les reclasser et entreféconder toutes, à savoir la sociologie. L'institutionnalisation de la sociologie au sommet de toutes les sciences passe évidemment par le Collège de France, c'est-à-dire en fait par Isoulet. C'est bien sûr se créditer soi-même d'une crédibilité maximale afin de mieux s'en prendre à son adversaire, Sorbonnard, lequel, l'eût-il voulu, ne pourra cette fois pas répondre, puisqu'il est mort depuis 10 ans. Cette fois, outre qu'Isoulet reproduit mot pour mot, augmenté d'intertitres rageurs, ses anciennes attaques contre la division du travail, c'est surtout aux formes élémentaires de la vie religieuse qu'il s'en prend. Seulement, de nombreux indices laissent penser qu'il n'a pas lu l'ouvrage, ou qu'il n'en a au mieux qu'un lointain souvenir. L'essentiel, en effet, de la critique s'appuie sur 2 médiateurs, Monseigneur Deploige, professeur de droit et de philosophie à Louvain, et Gaston Richard, ancien collaborateur de l'année sociologique, devenu lui aussi adversaire des thèses de Durkheim. Et encore, Isoulet ne cite qu'un seul article de Richard sur la question. Les rares citations de Durkheim proviennent elles aussi de l'article de Gaston Richard. Donc, l'ensemble donne une grande impression de survol, mais aussi de violence, du moins de radicalité, comme le montrent quelques-uns des intertitres, que je ne cite que partiellement pour vous en donner une idée. L'absolu non-sens de M. Durkheim, les 4 faillites de M. Durkheim, ou encore, par M. Durkheim, la sociologie a été vidée de sa vertu vitale et salvatrice. À Durkheim, Isoulet reproche une grave et même, je cite, une très grave déviation de la psychosociologie. Il y a urgence, dit Isoulet, à redresser vigoureusement cette accidentelle et pathologique déviation. La crainte d'Isoulet vient surtout de l'immoralité qu'il impute aux travaux de Durkheim, associée à ses ambitions pédagogiques. Isoulet rappelle ce dont nous avons parlé, à savoir que la chaire de Durkheim, à Bordeaux aussi bien qu'à la Sorbonne,
était d'abord une chaire de pédagogie. Plus précisément, c'est l'introduction de la sociologie durkheimienne dans les écoles normales d'instituteurs depuis 1920 qui nourrit les plus vives inquiétudes d'Isoulet. À ce point, la polémique prend toute sa gravité et le ton du professeur a alors des accents prophétiques. C'est d'ailleurs comme prophète que le décrivait Paul Lapie en 1895, un futur collaborateur de l'année sociologique, et c'est encore comme prophète que le décrira Marcel Mauss, bien obligé de parler d'Isoulet lorsqu'il fera sa leçon inaugurale au Collège de France. Alors je cite un passage un peu plus long cette fois du livre d'Isoulet. Tant qu'il ne s'agit que d'une différence d'orientation doctrinale entre M. Durkheim et moi, c'est-à-dire entre un professeur de Sorbonne et un professeur de Collège de France, beaucoup d'italique là-dedans que je vous épargne, je me suis bien gardé de souffler mot. 30 années durant, j'ai gardé le silence, un silence qui ne m'a pas coûté, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il avait déjà attaqué Durkheim en 1895. Mais aujourd'hui que la doctrine de M. Durkheim risque d'être inoculée à la France entière par ses 120 000 institutrices ou instituteurs, j'ose croire que je n'ai plus le droit de continuer à me taire, car je suis convaincu qu'il y va de notre salut social et national. Certes, il m'en coûte, au contraire, de rompre le silence aujourd'hui, et cela pour plusieurs raisons. M. Durkheim était mon collègue, quoique je ne l'ai jamais connu personnellement. Et depuis lors, M. Durkheim est mort. Mais il y a une autre considération qui emporte tout, et c'est ce que Nietzsche appelle si magnifiquement l'impératif biologique ou l'impératif de salut public. Oui, salut public, c'est encore la cité, l'impératif politique qui emporte tout. On retrouve les accents les plus alarmistes de la cité moderne. C'est la cité en danger qui pousse le savant à écrire. Ce n'est pas pour des raisons scientifiques qu'il faut réfuter Durkheim, c'est à cause des conséquences politiques de sa doctrine. Isoulet fait alors s'affronter deux sociologies, celle athée ou agnostique de Durkheim et la sienne qu'il dit, vous l'avez entendu, fille du décalogue. Alors la cité moderne avait été mise à l'index, mais dans ses derniers ouvrages, Isoulet poursuivait de plus en plus directement un vaste projet religieux syncrétiste, socle de la cité future ou de la sainte cité, ainsi qu'il rebaptisera la cité moderne dans sa dernière édition. C'est à ce point qu'Isoulet reproduit son ancienne attaque du premier Durkheim, sur laquelle je ne reviens pas, avant de passer à la question plus actuelle pour Isoulet de la sociologie religieuse. Il mobilise alors le livre de Monseigneur de Ploage, Le conflit de la morale et de la sociologie, mais se contente d'en parcourir la table des matières, puis d'en retenir une unique idée. Durkheim est pétri d'influence allemande, alors qu'Isoulet vient de tracer la généalogie de sa propre pensée dans les pages précédentes, qui, elle, est presque intégralement française. C'est un peu le nationalisme dont on parlait tout à l'heure, sachant qu'en fait, la position politique d'Isoulet s'est colorée progressivement de ce nationalisme en quelques décennies. On passe ensuite à la critique de Gaston Richard, qu'Isoulet paraphrase beaucoup plus longuement. Alors je cite le début de ce mouvement, qui donne une idée des procédés quelque peu égocentriques, si on veut, d'Isoulet. Je cite donc, « Selon M. Durkheim lui-même, la carrière philosophique de M. Durkheim se divise en deux périodes, avant et après 1895, parenthèse, qui est précisément l'année de publication de ma thèse de doctorat, La cité moderne, point d'exclamation. » Alors vous voyez par la redondance syntaxique au début de cette phrase « Monsieur Durkheim, Monsieur Durkheim », Isoulet prétend se moquer subtilement d'un supposé narcissisme de Durkheim, mais la parenthèse finale, comme irrépressible, vient rappeler que dans le monde de Jean Isoulet, tout tourne en réalité autour de Jean Isoulet, en une espèce de stade du miroir permanent qui contamine toute l'argumentation. Une énième fois, Isoulet reprend alors son reproche de 1895. Durkheim n'a qu'effleuré ce qui constitue la seule question digne d'être traitée, la composante sociale de la psychogenèse. Mais, je cite, « il n'en a qu'une conception étriquée et rabougrie, et ainsi que je l'ai prouvé à fond, il l'étouffe et l'étrangle en 7 pages de son livre sur environ 500. Tandis que moi, au contraire, je lui consacre les 700 pages de ma cité moderne. » Point d'exclamation. Seulement, depuis 1895, Durkheim a approfondi ses intuitions pour construire la notion de conscience collective ou d'entendement collectif, en particulier dans les formes élémentaires. Or, cette notion, prétend Isoulet, c'est lui qui l'a élaborée, sous le nom d'âme de la cité, toujours suivant le même schéma, si vous voulez, d'aimantation de toute la polémique à son cas particulier, bien davantage qu'à une argumentation de fond. Je cite à nouveau quelques lignes d'Isoulet. M. Durkheim n'a pas hésité un seul instant à s'en laisser attribuer exclusivement la paternité, en laissant organiser le silence absolu sur mon antériorité. Ce qui me rappelle ce mot involontaire, ce cri du cœur échappé à un probe écrivain, perdu de vue par moi depuis longtemps et rencontré par hasard, naguère,
chez un éditeur du boulevard. Comme on vous pille depuis 30 ans. Mais ce n'est pas là ce qui importe. Hein. Belle dénégation finale. En fait, Isoulet défend deux idées en même temps, qui ne manquent pas de se contredire. La première, c'est que Durkheim n'a pas reconnu lui avoir emprunté son idée d'entendement collectif, c'est-à-dire dans la définition réduite qu'en donne Isoulet, qui n'est guère différente de celle de Michelet ou de Proudhon, l'idée qu'une pensée élaborée collectivement est plus que l'addition d'une série de pensées individuelles. Mais sans la nuance plus propre à Isoulet, selon laquelle l'âme de la cité, c'est l'élite, encore et toujours. En même temps, la deuxième idée d'Isoulet, c'est que le concept de société qu'élabore Durkheim à partir de cette intuition est irrecevable, à savoir l'idée que la société serait, telle que le reformule Isoulet, supérieure et hétérogène à ses membres. Et en effet, impossible de penser l'élite chère à Isoulet en ces termes. Il s'agit en somme de l'un des aspects capitaux de la pensée de Durkheim, issu de sa réflexion sur le problème de la causalité sociale, que beaucoup de gens ici connaissent bien mieux que moi, bien sûr. Bon, l'idée que le sociologue peut et doit isoler la société en lui attribuant un caractère ontologique propre. Bon, ce qu'on qualifiera plus tard comme le holisme de Durkheim et qui fait le cœur de l'opposition plus intéressante, si on veut, plus sérieuse avec Tarde. Cependant, ce n'est pas vraiment une réfutation rationnelle que propose Isoulet, qui se contente d'exprimer son indignation avant de passer à autre chose. Le procédé rhétorique est simple. Pour Isoulet, il suffit de résumer l'essentiel de la théorie de Durkheim pour la faire apparaître comme, dit-il, non-sens. Toutefois, ce n'est pas exactement le vocabulaire durkheimien qu'utilise Isoulet pour pousser l'idée de son adversaire jusqu'à l'absurde. Je cite la phrase d'Isoulet. « Pour M. Durkheim, la cité est autre chose que les citoyens. La cité pense au-dessus et en dehors des citoyens. » 3 points d'exclamation. Le fait qu'Isoulet tienne à utiliser à répétition le vocable de cité plutôt que celui de société montre qu'il n'a pas du tout pris la mesure du concept forgé par Durkheim. L'aspect méthodologique et surtout épistémologique des propositions de Durkheim lui échappe. C'est toujours avec Isoulet de cité qu'il s'agit, c'est-à-dire, pour lui, du rapport entre l'élite gouvernante et le peuple gouverné. Isoulet croit lire en Durkheim une réfutation de sa conception organique de la hiérarchie sociale, laquelle seule permet de légitimer sa pensée aristocratisante, ou comme il dit, aristophile. D'où sa colère, d'où l'ire du prophète, qui croit non seulement que Durkheim lui a volé son idée, ce qui est bien sûr faux, mais encore qu'il l'a criminellement déformée, ce qui est tout aussi faux. Le dernier volet de cette critique de Durkheim par Isoulet, qui part toujours de l'article de Gaston Richard, concerne plus précisément la question de la religion. Alors Isoulet reproche à Durkheim, surtout dans les formes élémentaires, d'avoir mis sur pied, je cite, une théorie de la religion sans Dieu, en tout cas de la religion ramenée au rang de simple phénomène social. Alors le reproche se précise ensuite et il est plus exactement le suivant. Pour Isoulet, un savant ne peut parler de religion s'il n'a pas lui-même une religion. Celle d'Isoulet consiste, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, en une forme de panthéisme opérant la synthèse du paganisme, du judaïsme, du christianisme, mais aussi du laïcisme. Donc, aux croyants, la pensée de la croyance, voilà l'idée d'Isoulet. Durkheim, lui, croit, rappelle Isoulet, que la religion préexiste aux fidèles et que les progrès de l'individualisme correspondraient au recul de cette religion. Isoulet pense au contraire que la religion, en tout cas celle qu'il prône, est encore à venir. Il en est vraiment, lui, Isoulet, le prophète, encore une fois. Le livre d'Isoulet a la forme d'un avertissement, voire d'une dénonciation. C'est à l'État qu'il s'adresse, comme Gaston Richard, afin de mettre celui-ci en garde. Il faut révéler au grand jour les ambitions des Durkheimiens qui cherchent à mettre la main sur l'enseignement, en particulier sur l'enseignement primaire, afin de ruiner non seulement le christianisme, mais toute forme de théisme philosophique, comme il dit. En ces temps de pacification religieuse, la séparation des églises et de l'État étant encore fraîche, rien n'est plus dangereux que ce travail de sape des Durkheimiens. L'enquête de Durkheim sur le totémisme australien, qu'Isoulet juge de toute façon falsifiée, eh bien cette enquête, si on en communique les fruits aux esprits les plus malléables, conduira, je cite, à discréditer dans leurs humbles origines sauvages non seulement la religion, mais toutes nos saines et saintes institutions sociales d'aujourd'hui, et à tourner également en dérision la religion et la patrie, la famille et la propriété. C'est donc, proclame Isoulet, une question de vie ou de mort qui se joue ici pour la France. À la sociologie de perdition proposée par Durkheim, une seule réponse, une seule solution, conclut Isoulet,
l'autre sociologie, la sociologie de salut, celle d'Isoulet donc. Alors à bon droit, on pourrait à ce stade considérer Isoulet comme un farfelu, du moins un critique d'une particulièrement mauvaise foi, n'ayant guère compris ce qu'il prétendait disqualifier. Une sorte de fou sociologique, comme on parle de fou littéraire, et l'on comprendra donc que les organisateurs du colloque aient confié à un littéraire le soin de se charger de son cas. Quel sociologue sérieux ou quel philosophe des sciences sociales pourrait perdre son temps à se pencher sur la pensée de Jean Isoulet et sur sa critique forcenée du durkheimisme? Et c'est l'espèce d'équilibrisme auquel Mauss a dû se livrer lors de sa leçon inaugurale, voyant dans Isoulet un orateur, voire un poète et à nouveau un prophète, pour éviter de traiter le cas du savant. Pourtant, je crois que cet affrontement présente un intérêt qui dépasse ses seuls enjeux institutionnels. Au fond, que reproche Isoulet à Durkheim, ou plutôt, que ne comprend pas Isoulet de la pensée de Durkheim? Eh bien, son aspect sociologique précisément, ou disons méthodologique et épistémologique. L'impossibilité dans laquelle se trouve Isoulet de passer outre le seul prisme de l'application politique, du civisme, révèle bien ce que la pensée de Durkheim n'est pas, du moins pas en son fondement, un manuel d'action politique. Certes, Durkheim connut des engagements ponctuels, notamment dans le cadre de l'affaire Dreyfus, et sa pensée est riche de bien des applications sur le plan des politiques publiques. À ce sujet, je renvoie au livre récent de Bruno Carcentier et Cyril Lemieux, Socialisme et sociologie, en particulier au chapitre de Cyril Lemieux sur la politique sociologique selon Émile Durkheim, qui part de la distinction du normal et du pathologique dans la pensée de Durkheim pour étudier comment la sociologie entretient par définition des liens avec l'action socialiste, ces liens fussent-ils virtuels. Bon, quoi qu'il en soit, le rapport d'Isoulet à l'action politique n'est pas de cet ordre. Si la sociologie, telle que la conçoit Durkheim, peut informer le politique, c'est-à-dire informer les pouvoirs publics dans un sens très concret, c'est précisément en tant que science autonome et science de la société. Au contraire, pour Isoulet, une sociologie qui ne serait pas orientée intégralement vers la question de l'action politique n'a pas lieu d'être. Elle n'est même que cela. Or, l'orientation politique d'Isoulet n'est pas mystérieuse, elle est celle d'un républicanisme élitaire, élitiste, non seulement modéré, mais disons conservateur, en tout cas fort méfiant vis-à-vis des masses, que celles-ci soient laborieuses ou électorales. Il faut quelqu'un comme Barrès pour juger, je cite Barrès, qu'Isoulet a donné au socialisme un fondement autrement solide qu'aucun de ceux que lui avaient prêté les théoriciens précédents. Et c'est Maurras qui se dira impressionné par ce qu'il appelle le socialisme aristocratique de ce professeur. Alors certes, certains radicaux socialistes comme Millerand ont pu se laisser séduire, cependant c'est loin d'être le cas des militants ou sympathisants socialistes de l'époque, on en a parlé aussi tout à l'heure, qui ne s'y sont pas trompés. Le socialisme de la fin du XIXe siècle, distinct du plus souple républicanisme, consistant précisément à prêter attention au social et non au seul politique, ce qu'Isoulet ne fait jamais. La chaire d'Isoulet, immédiatement après sa leçon inaugurale, fut régulièrement chahutée par les jeunes socialistes du quartier latin. Dans ses souvenirs de jeunesse, le géographe Raoul Blanchard, proche de Péguy notamment, raconte ses virées en bande au Collège de France pour perturber le cours d'Isoulet, dont les étudiants estimaient, pas tout à fait à tort, qu'il ne devait son poste, je cite, qu'à de louches collusions avec des politiciens radicaux, à quoi s'ajoutait, écrit encore Blanchard, une réputation d'onanisme. Lors de ces chahuts, rapporte encore la Petite République, au début de l'année 1896, on crie « à bas l'opportuniste », avec un jeu de mots bien sûr sur l'opportunisme républicain neutre et l'opportunisme carriériste d'Isoulet. À bas l'opportuniste donc, et à bas Isoulet. La suite ne sera pas moins cruelle. Après sa mort, je l'ai dit, donc son successeur sera Marcel Mauss, dont on sait la proximité évidente avec Durkheim. Revanche du durkheimisme sur une institution qui lui mena la vie dure. Quant à la postérité d'Isoulet lui-même, elle sera presque nulle. Son seul véritable disciple sera un certain Émile Bocquillon, militant nationaliste de l'entre-deux-guerres, anti-maçon, antisémite. Il consacrera à son maître plusieurs monographies, dont la principale, en 1943, fera d'Isoulet un grand prophète, certes, mais un prophète du pétainisme. L'histoire de l'isoulisme s'arrête là. Merci.